Leur devoir est de gouverner par l'exemple, en gérant les affaires publiques avec probité, dans la transparence et l'efficacité. Il leur incombe d'intérioriser le principe de redevabilité qui oblige les gouvernants à rendre régulièrement compte au peuple de la mise en œuvre des politiques publiques et l'exécution de leurs missions respectives. Le secteur des transports au Niger est engagé dans une série de réformes qui touchent à la fois la route, l'aviation civile, les infrastructures logistiques et la météorologie. Ces actions s'inscrivent sur un plan stratégique mis en œuvre à travers des visites de terrain, des formations et des rencontres techniques. Objectif, mieux comprendre les réalités opérationnelles et renforcer l'efficacité des services publics. Face à l'augmentation des accidents de la circulation, plusieurs mesures ont été engagées dans le domaine de la sécurité routière. Elles portent sur 4 axes: la prévention, la réglementation, la sensibilisation et le contrôle. Les objectifs opérationnels sont clairement définis: réduire de 30% les décès sur les routes, réduire de 50% le nombre d'accidents, atteindre un port généralisé de casques homologués sur l'ensemble du territoire. Pour accompagner ces mesures, une campagne nationale de dépistage de drogue chez les conducteurs a été lancée. Elle s'ajoute à une série de communications publiques portant sur les nouveaux horaires de voyage, l'obligation du casque et de la ceinture de sécurité, ainsi que l'interdiction du téléphone au volant. Ces actions visent à renforcer la discipline routière et à améliorer la sécurité des usagers. Le guichet unique automobile du Niger poursuit sa modernisation. Exploité dans le cadre d'un partenariat public-privé, il centralise désormais l'ensemble des services liés au dédouanement et à l'immatriculation des véhicules. Sur la plateforme, plusieurs services interviennent: la Direction générale des impôts, la douane, la police nationale via Interpol, les services d'immatriculation du ministère des Transports. Cette centralisation permet de simplifier les procédures et d'améliorer la traçabilité des opérations. Dans le domaine du transport aérien, plusieurs actions ont été menées pour permettre la réglementation nationale en conformité avec les normes internationales. La révision du Code de l'aviation civile a été engagée pour intégrer les évolutions de la réglementation internationale, notamment l'annexe 19 sur la gestion de la sécurité. Les recommandations ici des audits de l'OACI, le SAC IMOA, les nouvelles technologies dont l'utilisation croissante des drones. Une convention de partenariat a été également signée entre les agences nationales du Niger, du Burkina Faso, du Mali, afin de renforcer la coopération régionale. Enfin, le Niger a accueilli la 3e édition des Journées de l'aviation civile de la Confédération AES. L'événement a été marqué par la signature d'un accord portant sur la création d'une compagnie aérienne commune. Des missions de terrain ont été menées dans les régions de Dosso, Maradi et Zander pour évaluer l'état d'avancement des infrastructures aéroportières. À Dosso, les visites ont porté sur le port sec, le site de pétrochimie et le futur siège du guichet unique automobile. À Maradi, l'accent a été mis sur le futur port sec du corridor Sokoto-Maradi, l'aéroport et la direction régionale. À Zander, les équipes ont inspecté l'aéroport et le site destiné au futur parking pour citernes du CNUT. En parallèle, le Conseil nigérien des utilisateurs des transports publics, CNUT, a engagé plusieurs actions structurées autour de 4 axes. Modernisation du système de gestion du fret avec la dématérialisation des documents, le bordereau électronique du suivi des cargaisons, le bordereau du suivi du trafic routier, la bourse virtuelle de fret. La diversification des ports et corridors, notamment avec un protocole d'entente avec le Conseil guinéen des chargeurs et la prospection des corridors nigériens. Le développement des infrastructures logistiques, incluant l'acquisition de terrains, l'aménagement de parkings gros porteurs, le renforcement des capacités à travers des formations et des cadres de concertation.
Le Niger a engagé un programme de modernisation de ses infrastructures météorologiques. Ce programme comprend le renforcement des stations automatiques, la modernisation des systèmes de collecte et de traitement des données, la formation du personnel technique. Ces actions visent à améliorer la qualité des observations, la fiabilité des prévisions et la capacité d'anticipation des risques climatiques. Bonsoir à tous. Le grand entretien de ce soir reçoit le ministre des Transports et de l'Aviation civile, le colonel-major Abdraman Amadou. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être sur ce plateau pour parler de votre bilan à la tête de votre département ministériel. Je rappelle que vous êtes au gouvernement depuis le 9 août 2023 où vous avez occupé le poste du ministre des Sports avant de prendre en charge celui des Transports lors du remaniement de l'équipe gouvernementale intervenu le 17 avril 2025. Vous avez donc, monsieur le ministre, une si grande expérience de gestion des ministères où vous avez déjà passé 28 mois. Alors, on parlera au cours de ce grand entretien de votre passage à la tête du ministère des Transports et de l'Aviation civile pour comprendre quels sont les résultats auxquels vous êtes parvenus à la tête de ce ministère et quelles sont les perspectives pour les années à venir. Pour conduire cet entretien, je suis avec Ibrahim Yero, directeur de publication du journal L'Éclosion, et Abari Amici, directeur de la télévision nationale. Et pour entamer cet entretien, monsieur le ministre, cette première interrogation, monsieur le ministre, de prime abord, pouvez-vous nous dire quel est l'état des transports terrestres, fluviaux et aériens au Niger? Merci, monsieur Kemogo. Avant d'entamer cet entretien, permettez-moi d'abord d'adresser mes salutations respectueuses aux autorités compétentes et aussi exprimer ma profonde reconnaissance pour la confiance renouvelée à mon égard. Cette marque de considération constitue à la fois un honneur et une responsabilité que j'entends assumer avec la plus grande rigueur et avec un sens élevé du devoir. Donc, pour répondre à votre première question, je peux dire que le ministère des Transports et de l'Aviation civile connaît des avancées notables, mais reste marqué par des défis importants. Par exemple, nos routes sont en voie de modernisation. Quand le transport fluvial est sous-exploité, le côté aviation, on peut dire que ça se développe. On remarque une avancée sur l'augmentation du nombre de passagers et de fret à travers nos aéroports, dont l'aéroport principal qui est celui de Niamey. Pour revenir sur les routes au Niger, on a à peu près 24 000 km de routes. 24 000 km de route. 24 000 km de routes. Bitumées Non. Donc, c'est seulement les routes principales qui sont asphaltées, celles qui relient Niamey avec les différentes frontières, le Nigeria, le Tchad, l'Algérie, le Bénin. Et ces routes, malheureusement, c'est ce que je disais, certaines sont en réhabilitation. Cette connexion est faite exprès parce que c'est ce qui permet de faciliter le commerce et surtout désenclaver notre pays vis-à-vis de la sous-région. Pour ce qui est du transport fluvial, on est à notre début. C'est seulement en 2025 qu'on a pu faire passer le Fonds national de développement pour le transport fluvial et maritime. Et ce fonds permettra naturellement de repenser
nos voies de communication, comme vous le savez, malheureusement, on s'est beaucoup focalisé sur la route. 90% de notre logistique emprunte la route. On a le fleuve. On aurait pu essayer la voie fluviale, ne serait-ce qu'entre Gaïa et Niamey. Mais avec ce fonds, nous comptons, dans un avenir proche, s'attaquer à des études par rapport à ça. Sûrement qu'il y aura besoin de dragage par endroit. Il y aura besoin de création de ports fluviaux modernes entre Gaïa et Niamey pour faciliter les transports. D'ores et déjà, on se réjouit. Le ministère en charge de la sécurité a déjà engagé les forces de sécurité pour la sécurisation de ce fleuve en les dotant des moyens modernes pour s'acquitter de cette tâche. Donc probablement on va suivre. Pour ce qui est de l'aviation, je le disais, c'est en constante croissance. C'est lié à beaucoup de facteurs. Par exemple, entre autres, il y a ce qu'on appelle chez nous la 5e liberté. La 5e liberté, ça consiste à autoriser une compagnie aérienne qui n'est pas du pays à utiliser notre aéroport pour desservir une capitale proche. Le dernier qu'on a octroyé, c'est à Turkish. Il a dorénavant l'autorisation à partir de Niamey de continuer directement à Bamako. Parce qu'on n'a pas eu d'autre choix, parce que si on avait notre propre compagnie, on ne donne pas cette 5e liberté à ces compagnies. Mais c'est en attendant pour que Niamey soit réellement desservi. Merci. Le transport aérien bute surtout, monsieur le ministre, à la cherté des tarifs. Est-ce que votre ministère est d'accord avec cette cherté? Et qu'est-ce qu'il compte faire pour rendre accessible l'avion aux citoyens lambda? Merci pour votre question. On est vraiment conscient de cette cherté. Depuis un certain temps, on a engagé plusieurs procédures pour voir dans quelle mesure on peut faire en sorte que les Nigériens utilisent la voie aérienne. Mais je vous assure, ce n'est pas facile, parce que le problème est ancré profondément dans nos manières de faire. Je vous donne un exemple banal. C'est plus difficile pour une compagnie aérienne de faire des vols à l'intérieur du pays que entre le Niger et l'extérieur, rien qu'au niveau du coût du carburant. Si je veux faire un Niamey-Agadez, le carburant, je le paye avec toute taxe comprise. Si je vais à Ouaga, à Bamako, c'est hors taxe. Bon, ça c'est des... Non, c'est des techniques pour freiner le développement de ce domaine dans nos pays. Mais on est en train de revenir là-dessus. Et Dieu merci, côté Niger, on a des projets de produire le carburant avion à partir de la raffinerie des Indes, ce qui probablement va impacter beaucoup sur le coût du carburant. Et sûrement, on va revoir avec l'État de faire des allègements pour favoriser beaucoup les vols à l'interne. Et aussi, on a un projet par rapport principalement à Zender, la région de Zender, parce que si toutefois on a le carburant avion à côté, il va falloir que cet aéroport qui naturellement occupe une position géographique de première importance, l'utiliser pour faire un aéroport de ravitaillement. Et justement, monsieur le ministre, par rapport à ce sujet, déjà il y a un projet pour que le Niger produise le kérosène. On en est où? Qu'est-ce qui bloque? Et par rapport à l'aéroport des Indiens, c'est pratiquement le Niger qui a une position charnière par rapport aux avions. Plusieurs pays, pendant des années, ont demandé à ce que le Niger soit un hub, un axe de passage. Qu'est-ce qui fait que ce projet piétine? Le projet en tant que tel ne piétine pas. Mais il faut laisser le temps. Actuellement, au niveau du ministère du pétrole, c'est pris en charge. Et probablement, les jours à venir, ils vont mettre ça sur la table par rapport à la production du carburant avion. Et Zender, certes, il y a eu des vieux projets. Ne serait-ce qu'avant-hier, le 24, on s'était réunis avec les spécialistes de l'aviation pour s'y pencher sur le cas Zender, parce que c'est Zender qui nous intéresse. Et on n'a pas les résultats actuellement. Ils m'ont promis le résultat final dans 2 semaines, parce qu'on est en train de voir, vu l'ambition. Et aujourd'hui, l'état actuel de l'aéroport des Indes, qui est aussi en plein ville,
en plein centre-ville, c'est fort probable qu'on demande un nouveau terrain pour ce type d'aéroport. Parce que ce type d'aéroport d'escale technique pour avitailler des avions, il faut une très grande superficie, puisque c'est des avions gros porteurs. C'est des pistes d'atterrissage minimum de 3500 mètres et 45 à 115 mètres de largeur. Donc aujourd'hui, l'aéroport des Indères ne peut pas nous fournir toute cette capacité. Et en plus de ça, il faut un grand tarmac qui va contenir les grandes soutes à carburant, puisque le camion c'est 1 million de litres, où les gens pourront se ravitailler. Et aussi, il faut avoir des grands hangars d'escale technique pour des maintenances mineures. Donc pour ça, en fonction des résultats, on va s'exprimer directement pour voir la mesure appropriée pour le cas Zinder. Vous voulez dire que c'est très coûteux? Non, je ne dirais pas que c'est coûteux. Par exemple, aujourd'hui, de tels investissements, ce serait moins cher d'ailleurs sur un nouveau terrain que l'actuel aéroport des Indères qui ne nous donne pas suffisamment de périmètre pour pouvoir installer des installations modernes de grande capacité. Et pour les vols domestiques avec les compagnies nationales, monsieur le ministre? Les vols domestiques avec les compagnies nationales, actuellement, je dirais qu'on a une seule compagnie qui peine à assurer des liaisons régulières. Et sûrement, c'est dû au coût. Parce que je sais qu'il y a une compagnie Tamara qui a plié bagage à cause des coûts d'exploitation qui ne pourraient plus tenir et à cause de la rareté des vols. On a reçu beaucoup de demandes d'autres compatriotes qui souhaiteraient ouvrir des compagnies aériennes. On a fait la première phase, on les attend toujours de venir puisque l'octroi du certificat d'exploitation d'un avion répond à certains processus qui sont aux normes internationales. Il faut bien qu'ils répondent à tous ces critères-là pour qu'ils aient le papier pour pouvoir opérer. On les attend. On en a eu pas moins de 5 demandes de création de compagnies nationales au Niger, dont notre principale compagnie qu'on a créée, Niger Air International. Le processus est en cours. Ça, c'est l'État. Ça, c'est l'État. Oui, ça, c'est l'État. Parlant des aéroports, nous avons reçu ici même sur ce plateau le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, qui parlait des problèmes de l'aéroport international Djouri Hamani, qui risque, si on ne prend pas des mesures de ne pas être en service, comme le stade national, qui a été occupé par des constructions tout autour. Et il a promis qu'il y aura une décision forte pour pouvoir libérer cet espace. Qu'en est-il exactement? Parce que là, on parle de 26 000 habitants au niveau qui devraient normalement être déguerpis. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Merci, M. Kebogo. Vous savez, le périmètre de l'aéroport, malheureusement, comme ça s'est passé un peu dans la sous-région, je vous donne l'exemple du Mali. L'ancien aéroport du Mali, aujourd'hui au centre-ville, ils étaient obligés de délocaliser à la périphérie parce que ça a été englouti par les habitations. Actuellement, le Burkina est en train de faire la même chose parce que Ouaga est en plein centre-ville. Il y a un nouvel aéroport en construction. Le Sénégal a fait la même chose. Pareil, oui. Parce que non seulement dans les prévisions du développement des aéroports, malheureusement, on n'a pas vu l'anticipation des choses. C'est des domaines qui se développent rapidement dès qu'il y a l'opportunité. Par exemple, si vous connaissez l'aéroport d'Addis Abeba, aujourd'hui, ils cherchent à délocaliser. Ils ont pris une superficie de pas moins de 35 km² pour un nouvel aéroport d'une très grande capacité. On a aussi l'exemple de Casablanca, qui, heureusement, avait prévu ça. Tous les alentours, c'était des champs. Aujourd'hui, il y a une transformation en prévision de la Coupe du Monde pour accueillir des très grandes capacités. Donc, le Niger n'a pas malheureusement échappé à cette règle. Niamey, malgré que la superficie initiale permettait, en tout cas, pendant de nombreuses années, une exploitation propre, on s'est retrouvé à voir qu'une bonne partie du titre foncier de l'aéroport a été morcelée. D'abord
au profit des aviateurs, je veux dire du ministère à tous ceux qui travaillent dans le domaine, et après par des privés. Et aujourd'hui, certes, la capacité d'accueil de l'aéroport permettait encore d'utiliser, mais ce qui est un peu dommage, c'est surtout l'axe d'approche côté Est qui a été morcelé. Et quand tu es là-bas, tu vois les avions atterrir et décoller, tu sais que le risque est élevé. Et malheureusement, l'attaque du 28 janvier est passée par cet endroit-là. Puisque l'occupation est anarchique et il n'y a pas une bonne visibilité. Donc, du coup, il va falloir trouver des solutions pérennes. À l'instant précis, parce que le ministère de l'Intérieur a pris les taureaux par le corps, ils vont voir de façon juridique comment il faut faire pour établir l'aéroport dans ces périmètres et situer surtout les responsabilités, parce qu'on ne peut plus se permettre ce genre de trucs, morceler des domaines de l'État au profit des individus. Est-ce à dire que ces habitations-là, ces gens-là seront déguerpis ou pas? Et probablement, ils seront déguerpis parce que c'est plus facile de les déguerpir que de construire un nouvel aéroport. Okay. À vous entendre, monsieur le ministre, on a l'impression que l'aéroport de Niamey peut être dans une autre option délocalisée, comme les autres aéroports qui ont subi la même situation. Pour l'instant, on peut dire que cet aéroport reste exploitable si on s'attelle à sécuriser les périmètres comme ça se doit, puisque vu le nombre de passagers de fret qu'on accueille, l'aéroport répond vraiment aux normes. Mais c'est pour des raisons sécuritaires, il va falloir qu'on renforce le périmètre de l'aéroport. Alors, et déjà, on va remettre probablement l'aéroport dans ses périmètres d'origine. Et l'axe Est, on a même demandé au ministère de l'Urbanisme une partie de déclarer ça d'utilité publique pour qu'on ait suffisamment de place pour des futures extensions. Et les endroits morcelés, parce que les aéroports, ce n'est pas seulement le décollage et l'atterrissage des avions, c'est aussi l'industrie aéronautique qui va avec les aéroports. Et pour ça, il faut avoir de la place. Et c'est cela dont on a besoin pour développer ces domaines. D'accord. Merci. Yaro. Alors, monsieur le ministre, quelles sont les réformes majeures entreprises par votre département ministériel pour améliorer le secteur des transports, voire même jeter les bases de sa transformation pour en faire un levier important de développement socio-économique? Cela surtout quand on sait les défis que constitue l'enclavement de notre pays qui n'a pas accès à la mer. Le Niger est très vaste, 1 267 000 km² avec une population estimée à 28 millions d'habitants, monsieur le ministre. Merci, monsieur Yoro. Pour ce qui est des mesures, on en a pris beaucoup de mesures. D'abord, c'est au niveau de la modernisation des infrastructures et aussi le désenclavement, surtout des zones rurales, et aussi intégrer notre pays dans les corridors régionaux. Parce que pays enclavé, nous dépendons beaucoup de la côte et nous subissons pratiquement 30 à 40% des prix logistiques comparés à un pays côtier. Donc il va falloir qu'on s'y mette pour que les charges soient revues vraiment à la baisse, parce que toute diminution de coûts a un impact sur l'assiette des Nigériens. Et pour ça, par exemple, côté, je disais tantôt, pour ce qui est de la route, tout est soit en réhabilitation ou en modernisation, et vous l'avez bien constaté. On a changé de paradigme, ce n'est pas la même manière de construire les routes, et surtout aussi, aujourd'hui, on envisage même l'élargissement des routes, la construction des caniveaux. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est le paradigme, parce que pour un pays aussi vaste que le Niger, un pays enclavé, on ne peut plus se donner la latitude de faire des routes avec une obsolescence programmée. Ça veut dire des routes à durée de vie vraiment limitée, pour ne pas dire très courte, une seule saison de pluie. Et aujourd'hui, vous avez constaté, les constructions, en tout cas, ne serait-ce qu'en cours à Niamey, ça prend du temps parce qu'il y a une exigence forte. D'abord, la stratégie repose sur la durabilité, l'efficacité des routes et surtout la sécurité.
Et pour ça, je pense que les entreprises en charge des routes l'ont bien compris et ils se sont mis à la tâche. Parce qu'il nous faut des routes vraiment fiables, puisque je le disais aussi que notre logistique en dépend. Maintenant, pour revenir au côté fluvial, je l'ai dit que ça a été vraiment sous-exploité. On a des ambitions pour ça et je pense qu'à l'avenir, avec un bon équilibrage du financement des transports entre l'aviation, les routes et le fleuve, on pourra améliorer la desserte à travers le fleuve. On peut utiliser bien sûr la voie fluviale pour des transports logistiques et même des passagers. Donc pour les réformes, ce sera sur le plan fluvial et aussi la qualité des routes. Puisqu'on parle des réformes, justement. Oui, et bien sûr, parce qu'aujourd'hui, au vu de l'embargo qu'on a subi, on a appris beaucoup de choses. Malheureusement, on s'est focalisé sur le transport routier depuis l'indépendance. On a négligé le fleuve, on a négligé aussi la voie aérienne. Et la voie aérienne, l'exemple... Et le chemin de fer. Oui, c'est terrestre, je vais revenir là-dessus. La voie aérienne, par exemple, vous avez remarqué, pendant l'embargo, on avait des compatriotes bloqués aussi bien à Niamey qu'à Ouaga. Ceux qui veulent rentrer n'arrivaient pas, ceux qui veulent sortir ne pouvaient pas. Heureusement, on a des avions militaires de grande capacité qu'on a mis à la disposition de ces compatriotes pour assurer le désenclavement. Et aussi, on a eu à utiliser ces avions aussi pour prendre... par exemple, des produits pharmaceutiques à partir de Ouaga, parce que par la route, ce n'était pas possible. Ça montre combien l'importance de l'aviation pour un pays enclavé. Donc, on peut se désenclaver par les airs. Maintenant, pour le fleuve, je l'ai dit, Gaïa, c'est à côté du Bénin et du Nigeria. On reçoit beaucoup de produits, des marchandises à partir de Gaïa. Si toutefois le fleuve est navigable, il n'y a pas de raison qu'on n'utilise pas cette voie. Parce qu'aujourd'hui, vous avez constaté, malgré la fermeture du Bénin, les gens utilisent le fleuve souvent pour traverser d'un côté à l'autre, pour frauder, comme tu l'as dit. Monsieur le ministre, entre autres réformes majeures, est-ce que vous avez songé au parc automobile qui est vieillissant, franchement qui est vieillissant, et ce sont les textes même du pays qui font en sorte que ce parc vieillit davantage. Est-ce que vous avez songé, parce que moi l'État du Niger songeait à le renouveler. Pourquoi je dis comme ça? Parce que quand vous achetez une voiture neuve, il est plus difficile de faire les formalités, ça coûte extrêmement cher qu'une vieille voiture. Donc du coup, les populations préfèrent acheter des vieilles voitures, des vieux camions qui ont 30 ans, 40 ans de mise en route, que d'acheter une voiture neuve qui coûte extrêmement cher dans les formalités. Est-ce que vous y avez songé, vraiment, monsieur le ministre? Avant même que je n'arrive, il y a eu des tests par rapport à ça, le renouvellement du parc automobile. Il y a eu des incitations, surtout pour les transporteurs de marchandises et des passagers. Certains même ont eu tiré profit de ça, qui ont commandé des camions qui sont carrément exonérés des douanes pour pouvoir renouveler ces parcs. Mais malheureusement, ça ralentit. Mais on est là-dessus, on va voir comment les inciter davantage parce que, entre autres réformes, on sera obligé, au vu de tout ce qui se passe sur nos routes, de les amener à renouveler le parc. Parce qu'aujourd'hui, on a un projet qu'on est en train de monter pour pouvoir faire la visite technique automobile, puisqu'il y a un seul centre qui le fait. Pas à tous les véhicules, et certes pour le Niger, ce n'est pas suffisant. Nous-mêmes, le ministère des Transports, on peut monter ces centres qui, par exemple, malheureusement, j'avais trouvé que le Niger a fait des acquisitions du matériel de visite technique depuis 2005 qui n'ont jamais été installés. Il y a eu un lot à Maradi, à Zender, à Agadez et Niamey. Ça fait 20 ans, monsieur le ministre. Oui, ça fait 20 ans. Mais ces matériels sont toujours d'actualité parce que je fais expertiser ça par des experts de Sony Loga parce qu'ils ont ce type de matériel. Bon, malheureusement, Niamey, Maradi, Zender ont été cannibalisés, on ne sait pas par qui. Agadez, c'est en bon état. Et là, j'ai sollicité le soutien de l'armée pour pouvoir récupérer le matériel d'Agadez pour les amener à Niamey parce que le centre a été déjà construit.
On a juste eu besoin de déblayer parce que les fosses ont été remplies de détritus. On a enlevé, on a nettoyé. Dès qu'on amène ce matériel, on va installer et on va revoir la convention pour faire la visite technique. On va proposer à l'individu qui fait déjà la visite technique et puis probablement à Sony Loga aussi qui a un centre de visite technique dans un souci de ne pas avoir de l'encombrement. Et là, ça sera vraiment à notre rythme. Avec 3 centres de visite technique à Niamey, dans un premier temps, on peut s'engager à instaurer ça. Parce qu'il y a un mauvais souvenir, le dernier épisode était douloureux, monsieur le ministre. Oui, c'est pour ça qu'on veut avoir ces 3-là d'abord. Et après, il y aura une ouverture à tout citoyen nigérien qui voudrait ouvrir ce type de centre. On va l'accompagner à le faire sous nos conditions. Qu'en est-il des véhicules privés? Parce que les gens ont envie d'acheter des véhicules modernes, de dernière génération. Mais, monsieur le ministre, pour les douaniers, pour faire les formalités, ça coûte extrêmement cher. À l'inverse des autres pays. Je ne dirais pas que ça coûte trop cher, mais c'est lié plutôt à nos bourses. Sinon, les véhicules, comparés, par exemple, je disais tantôt, au port, la vente au Niger est conditionnée par plusieurs facteurs. D'abord, les véhicules à l'état neuf ont le même prix. On va ajouter juste le prix des transports et aussi les frais de dédouanement par rapport aux véhicules. Et je pense qu'au Niger, on est le pays où le dédouanement coûte le moins cher, comparé aux autres villes de la sous-région. Nettement moins cher. Parce qu'ailleurs, c'est à coût de millions. Et au Niger, relativement à la sous-région, on est les moins chers. Donc, il faut juste permettre à des concessionnaires de s'installer chez nous directement. Et il y en a, par exemple, aujourd'hui, quand on regarde les camions, il y a des marques chinoises qui se sont installées à Niamey. Et tout ça, là, ça faciliterait peut-être l'acquisition de ces engins-là que d'aller les chercher loin. On peut avoir une idée du parc auto, le nombre aujourd'hui, sur l'ensemble du pays. On a une idée du parc auto. Je n'ai pas les chiffres exacts, Oui. mais 60 à 70% se trouvent à Niamey. À Niamey. Et c'est assez récent sur le nombre d'accidents, Ouais. malheureusement. Niamey, à lui seul, enregistre plus de 80%. Monsieur le ministre, le chemin de fer, le Nigeria a pris une initiative de faire un chemin de fer Kano-Maradi. Est-ce que le Niger a aussi ce projet de poursuivre ce chemin de fer jusqu'à Niamey, par exemple? Effectivement, le Nigeria a promis d'amener le chemin de fer de Kano à Maradi. Même cette semaine, ils seront là à Niamey pour qu'on en parle. C'est un projet qu'on suit de très près parce que notre responsabilité est engagée par rapport à l'emplacement, le terminal, d'où la nécessité d'avoir aussi un port sec à Maradi. Bon, malheureusement, là aussi, on n'a pas beaucoup anticipé parce que j'avais effectué une visite à terrain, effectivement pour voir le terrain qui devrait servir à ça. Malheureusement, ce terrain-là ne nous appartenait pas. C'est un terrain du ministère de l'élevage. Donc on était obligé de rétro-pédaler en demandant un nouveau terrain pour abriter le port sec de Maradi et accueillir ces Nigérians. Donc c'est dans ce cadre-là qu'ils seront là cette semaine pour qu'on voit l'itinéraire emprunté pour arriver à ce terrain et commencer la construction du port sec. Et là aussi, j'étais confronté à des problèmes parce que le premier port sec dont on parlait, c'était le port sec de Dosso. J'avais pensé qu'on pouvait juste s'inspirer de tout ce qui s'est passé. Malheureusement, je n'ai pas vu des traces. Donc, on reprend les choses à zéro. On a un comité avec le ministère de l'Urbanisme qui sont en plein dedans pour nous ressortir un plan type de port sec qu'on peut dupliquer dans toutes les régions. Parce qu'on a des projets. Si le chemin de fer vient à Maradi, il va falloir que ce chemin de fer arrive à Niamey, bien sûr en passant par Dosso. Parce que, entre autres projets, au niveau de l'AES, les projets phares, c'est la construction du chemin de fer pour relier les 3 capitales et le Togo, Lomé.
Et aussi, il y a un projet d'autoroute. Donc, Niamey étant vraiment proche de ses frontières, si le train de l'AES vient à Niamey, il va falloir que ce train-là soit relié à Maradi. Ça, c'est entre autres. Étant pays enclavé, on ne peut pas se limiter à ça. Donc, du coup, on a imaginé aussi que ce train-là doit progresser vers l'Est. Parce que les Tchadiens aussi sont intéressés parce qu'ils ont toujours utilisé notre territoire pour se ravitailler au port. Donc, en faisant progresser ce chemin de fer Zender-Difa, c'est aussi notre opportunité. Parce que à partir de Difa, on peut aussi utiliser le corridor du Cameroun. Actuellement, il y a certains chargeurs nigériens qui le font déjà. Puisque il y a 2 semaines de cela, on a reçu la visite du port autonome de Douala, qui a constaté l'utilisation de leur port par des Nigériens qui ont jugé utile. Ceux qui commandent en Chine préfèrent descendre à Douala, traverser le Tchad et Difa. Une route beaucoup plus sûre. Oui, une route plus sûre et fluide. Et d'ailleurs, leur arrivée ici, c'est vraiment pour nous aider, faciliter toutes les transactions et permettre à beaucoup de Nigériens, principalement ceux de Difa, voire Zender et Maradi, d'utiliser cette voie qui est encore plus rapide. Entre autres, le chemin de fer ne doit pas s'arrêter sur les régions est-ouest. Il va falloir qu'on monte vers le nord. L'Algérie avec l'Algérie. Effectivement, l'Algérie, depuis que nos relations étaient rétablies, il y a des projets en perspective. Nous, on est en train de prévoir une mission de nos techniciens en la matière pour une utilisation prochaine du corridor algérien. Et il y a un projet de port sec dont mon homologue ministre du Commerce a déjà visité le site au niveau d'Agadez pour qu'à partir d'Algérie, qu'on puisse se ravitailler. Et d'ailleurs, d'après des études anciennes, c'est plus économique pour nous et plus rapide. D'accord. Vous avez parlé... En attendant peut-être la réalisation de tous ces projets de chemin de fer que vous venez d'évoquer, revenons sur le chemin de fer Katina-Maradi, et qui ne vient pas, parce que c'est ça aussi la vérité. Ça fait longtemps qu'on parle du tronçon là. Jusqu'ici, il n'y a rien. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème pour que ce chemin de fer n'arrive pas à Maradi? Alors, les chemins de fer arrivent. Et il arrive quand? En 2027, c'est ce qui est prévu dans le programme. 2027? 2027. Dans quelques mois? Oui, dans quelques mois. D'accord. Et c'est pour ça, nous, de notre côté, on est en train de se bousculer pour avoir le terrain d'abord pour accueillir ce train et commencer la phase construction du port sec de Maradi. Parce que j'en suis sûr que ce train nous permettra de se connecter au corridor du Nigeria, c'est-à-dire qu'avoir aussi nos marchandises à partir des côtes nigérianes. Donc il faut suffisamment d'espace pour y stocker. Et aussi probablement ça va servir aussi au transport des passagers. Et pour ça, on a déjà eu 200 hectares auprès du ministère de l'Urbanisme. Monsieur le ministre, au-delà des textes et des actions initiées, nous savons que le plus souvent, c'est au niveau de la mise en œuvre que se situe le nœud du problème. Pouvez-vous nous dire quels sont les mécanismes nouveaux de suivi et évaluation que vous êtes en train de mettre en œuvre pour aboutir concrètement à des résultats probants et dans des délais raisonnables, monsieur le ministre? Merci, monsieur Abari. Pour aboutir à des résultats probants, effectivement, plusieurs mécanismes ont été envisagés à notre niveau. D'abord, c'est la digitalisation et aussi un système de suivi en temps réel. Par exemple, je vous donne l'exemple au niveau du Conseil nigérien des utilisateurs des transports publics, le CNUT. On a déjà passé à une dématérialisation de notre manière de faire. Aujourd'hui, on a le bordereau électronique de suivi de convoi. Ça veut dire que tous nos convois nigériens, du point de départ au point d'arrivée, on a un bordereau électronique qui permet de les suivre. On a aussi le bordereau de suivi des transports routiers. Ça veut dire qu'à partir de Lomé, tous les camions qui sont chargés pour la destination Niger est suivi. On a aussi la bourse virtuelle de fret qui permet de suivre toutes nos cargaisons. Un système de tracking? Oui, un système de tracking. Et aussi, ils se sont engagés dans la modernisation des infrastructures. Actuellement, on a un projet de construction d'un parking moderne pour les citernes à Zender, non loin de la SORAS, ce qui inclut forcément la formation de nos techniciens
Et la multiplication des corridors, j'en ai parlé, malgré que on nous a privés du port de Cotonou, Lomé était disponible pour nous. Mais dans un souci de diversification, aujourd'hui, avec le chemin de fer du Nigeria, on aura accès au port du Nigeria. Tantôt, j'ai parlé du port de Douala, de l'Algérie. Et en plus de ça aussi, tout récemment, j'ai effectué une mission en Russie. J'ai trouvé qu'ils aussi, ils ont créé un nouveau corridor nord-sud. Ils veulent se connecter à l'Afrique, soit à partir de la Méditerranée ou le côté est Djibouti. Et probablement, ils nous ont aussi mis dans leur plan pour aider les pays sans littoral, tels que les pays de l'AES, parce qu'on entretient de très bonnes relations avec eux, utiliser le port ouest de Lomé. Parlant du parking, ne serait-ce qu'au niveau de la ville de Niamey, on voit toute une pagaille par rapport au stationnement des camions et autres gros porteurs. Et donc on en a évoqué souvent au cours de nos entretiens et jusqu'ici on n'arrive pas à prendre des décisions. C'est quoi le problème? Parce que c'est pour ça qu'on dit que le nœud du problème c'est la mise en œuvre de certaines décisions qui manquent. On peut prendre une décision mais mettre en œuvre c'est très compliqué. Pourquoi cette situation? Oui. Parce que jusqu'ici les gens gardent comme ils veulent dans la ville de Niamey. Les camions, dans les quartiers, autour des marchés et tout. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien qui se passe. On a pris des décisions fortes en la matière. Et tout récemment, il y avait une société privée qui posait des sabots. Et cette société-là fonctionne toujours. Ouais. Et si vous avez remarqué, aujourd'hui, le centre-ville est un peu décanté. Mais le problème, il faut voir ça autrement. Je pense que c'est plutôt lié au nombre de véhicules qui circulent à Niamey. Par exemple, pour ce souci, aujourd'hui, on s'est penché sur le transport urbain. Parce que nous sommes l'une des villes où ce transport-là n'existe pas, même si ça existait avec la SNTN. Aujourd'hui, on a monté un projet dans ce sens pour voir dans quelle mesure on peut mettre des bus à la disposition de la ville de Niamey en attendant de l'élargir aux autres régions pour assurer les transports des populations, principalement les étudiants, les fonctionnaires. Parce qu'avec ce genre de bus, il y aura moins de véhicules dans la ville, donc moins d'encombrements et surtout moins d'accidents. Sinon, pour les camions, les règles sont claires. Même tout récemment, on a repris des tracés de certains itinéraires qui sont carrément interdits à ces camions. Parce que malheureusement, souvent, ils empruntent des voies non autorisées. Par exemple, tout récemment, le côté Katako, il y a même un camion en surcharge qui s'est retrouvé renversé. Et il y a une partie de la passerelle de Katako qui est partie. Or, ces camions-là, c'est des camions, je dirais, hors gabarit, et ils doivent savoir qu'ils ne pouvaient pas passer par là-bas. Donc, il y a une réglementation en commun avec la mairie pour voir dans quelle mesure on va renouveler les panneaux de signalisation et exiger à ces transporteurs des itinéraires propres pour contourner la ville ou bien passer à travers. Et quelles sont les sanctions qui sont prévues en cas de manquement? Parce que vous avez cité le cas de ce camion qui est venu percuter la passerelle là au niveau de Katako. Il y a des sanctions qui sont prévues par la loi. Nous attendons que ça soit appliqué conformément. J'avais dit ça. C'est pas encore appliqué? Non, le processus est en cours. Parce que j'ai même interpellé le ministre, mon homologue de l'équipement par rapport à ça. Que ces passerelles-là doivent être réparées. Et il m'a rassuré que ça sera réparé. Et ça sera réparé sur le compte de ceux qui l'ont cassé. Yaro? C'est bon. Ok, donc on va avancer, monsieur le ministre. Votre département ministériel a récemment lancé une vaste campagne sur la sécurité routière. Pouvez-vous nous en dire davantage? Et ça, c'est la question qui fâche. Oui. Sécurité routière. Alors. Sécurité routière. Malheureusement, tout est parti des constats. Parce que, heureusement, on avait le groupement national des sapeurs-pompiers qui, chaque mois, nous envoie des statistiques des accidents. Et après interprétation, on a compris que 80% des accidents se passent à Niamey. Et malheureusement, au Niger, on dépasse le cap de 1000 morts par an. 1000 morts par an? Oui, minimum. Liés aux accidents de route? Liés aux accidents de route. Et après analyse approfondie, il s'avère que 99% est dû à des erreurs humaines.
Non-respect du code de la route, non-respect des signalisations, et souvent aussi sous l'effet de la drogue. Malheureusement, pour ce qui est de la drogue, on a même fait essayer une campagne de dépistage, principalement des transports en commun. Je pense qu'on a eu des résultats probants où il s'est trouvé qu'effectivement des chauffeurs de bus prenaient des substances pour se mettre au volant. Et malheureusement, c'est ce qui causait des accidents mortels. Et c'est ce qui fait élever le nombre de morts. Et cet exercice, on va renouveler ça, conjointement avec le ministère de la Justice, parce que on a décidé à la suite du premier exercice de prendre des sanctions fortes par rapport à ça. Aussi bien l'emprisonnement, l'amende, que le retrait, parfois même définitif, du permis de conduire. Parce qu'on ne saurait tolérer au volant d'un bus de transport en commun quelqu'un qui se drogue. Donc pour ça, on a déclaré l'année 2026 comme l'année de la discipline routière, où on est en phase actuellement de sensibilisation, parce qu'il faut sensibiliser. Rien que la semaine passée, j'avais engagé les oulémas, les religieux, pour des prêches en la matière. Parce que même à travers notre religion, la vie humaine est sacrée et chacun est responsable quand on est sur la route. Engager la responsabilité de tout un chacun. Le processus en cours, on va sensibiliser davantage. On va renforcer les contrôles. Actuellement, on est en essai, puisqu'on a des radars de détection, on est en essai sur les voies. Pour voir comment, les différentes voies. Oui, les différentes voies, pour pouvoir vraiment prendre les mesures qu'il faut, contrôler les circulations dans la ville de Niamey. Donc pour ça, après, forcément, on va passer par la phase sanction. Puisqu'on a informé, on a sensibilisé, on va former davantage les gens et en dernier lieu, il va falloir sanctionner. Par rapport à ça, monsieur le ministre, quand vous regardez la circulation au niveau de Niamey, quand vous regardez uniquement le comportement des tricycles et des motocycles, vous avez l'impression que les gens font ce qu'ils veulent, comme ils veulent, rien ne se passe. Est-ce qu'il ne manque pas de rigueur à ce niveau-là? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est par rapport au radar. Ça fait plus d'une année que le Niger dispose des radars au niveau de la Niger. Qu'est-ce qui traîne? À chaque fois, ce sont des tests qui sont produits, à chaque fois, ce sont des tests. Qu'est-ce qui bloque vraiment la mise en œuvre de ce programme-là? Ok, je vais commencer par les radars. Effectivement, la Niger avait ses radars dans ses magasins depuis un bon bout de temps. Il a fallu ma visite là-bas pour les exhorter à les sortir. Parce que c'est pour ça qu'on a fait l'acquisition. Et c'est ce que je fais actuellement. Parce que quand on a fait l'acquisition, des gens ont été formés à la matière. Mais malheureusement, ça a été stocké. Je ne sais pourquoi. Et actuellement, je les ai sommés de les utiliser et de faire d'autres commandes parce qu'on en a besoin pour surveiller et lever le doute sur toute sanction qu'on sera amené à poser sur les usagers. Parce qu'avec le radar, on ne peut pas accuser le policier. On a des preuves concrètes. Maintenant, la première question, je le disais tantôt, souvent c'est sous l'effet des stupéfiants. Et souvent aussi, c'est même le permis en tant que tel. Si vous remarquez la circulation à Niamey, ce n'est pas comme avant. Je pense qu'au Niger, seulement tu vas trouver sur un véhicule, on écrit nouvelle conducteur, nouvelle conductrice. Comme si la personne n'est pas formée. Comme si la personne n'est pas formée. Et ça met des choses en doute. Et pour ça, actuellement, on est en train de voir l'octroi de ces permis, tout le curricula. On est dans une refonte totale. Parce que j'ai remarqué que le permis ne s'est passé plus comme avant. Aujourd'hui, on a tellement simplifié les choses que c'est des questions qui s'aiment. Certes, c'est moderne, mais dans la pratique, ça ne se fait pas comme ça se doit. Et on a aussi multiplié les centres d'examen du permis de conduire, jusque dans les départements. Et je pense que le permis est aussi important que n'importe quel diplôme. Il va falloir qu'on songe probablement à ramener les centres au niveau des régions seulement. Pour s'assurer que ceux qui viendront se faire tester mériteront le diplôme. C'est ce qu'on est en train d'envisager par rapport à... Il y en a qui le reçoivent à la maison, ils sont assis et ils ont le permis gratuitement.
effectivement. Sans bouger de leur lieu de... Entre autres sanctions qu'on est en train d'envisager, en cas d'interpellation, on va étudier les causes. S'il s'avère qu'il y a une méconnaissance du code de la route, le détenteur du permis là sera appelé à renouveler son permis. Il va falloir qu'on s'assure que vraiment il connaît le code de la route avant de lui donner un nouveau permis de conduire. Vous avez parlé tout à l'heure de deux facteurs importants dans les accidents, à savoir le non-respect des panneaux de signalisation et aussi le comportement des usagers. Le non-respect des panneaux de signalisation, il n'y en a pratiquement pas à Niamey, monsieur le ministre. Je prends un exemple, à la descente du deuxième pont, celui qui monte ou descend du pont, le pont étant considéré comme une autoroute, a la priorité. Mais sur les autres bords, il y avait des panneaux de stop, ça n'existe plus, il n'y a pas de céder le passage. On pense que c'est quand même pas difficile de placer un panneau de stop et cela donne beaucoup de fil à retordre aux policiers qui sont sur ce carrefour. En ce qui concerne les panneaux de signalisation, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui empêche que à chaque endroit où un panneau doit être là, qu'il soit là? Il n'y a rien qui bloque. Actuellement, on est aussi là-dessus. Tantôt, je disais qu'il y a des routes sur lesquelles on est en train d'installer des panneaux pour réglementer l'usage, surtout envers les camions. Et c'est de la même mesure qu'on a pris langue avec la mairie, qui a déjà un concessionnaire des panneaux, pour revoir carrément l'installation des panneaux dans la ville de Niamey. Parce que ça fait partie des priorités avant qu'on arrive aux sanctions des usagers imprudents. Il va falloir qu'on s'assure qu'on a installé tous les panneaux de signalisation, puisqu'on suppose que si tu as le permis, tu connais la signification, et surtout l'effet optique aussi. Qui marche tantôt qui ne marche pas. Et en fait, il n'y a pas un suivi, c'est surtout l'entretien qui ne suit pas. Et là, il va falloir qu'on voit avec vraiment les différents administrateurs délégués des villes pour qu'ils s'y mettent avec l'ANISER. Pour que dès qu'il y a un problème, qu'on songe à trouver la solution. Et je pense qu'ils ont des budgets pour ça. En tout cas, pour les feux optiques, on voit une certaine amélioration nette. La plupart fonctionnent aujourd'hui. L'autre niveau, monsieur le ministre, c'est la formation. À chaque fois qu'on parle de permis de conduire, on ne pense généralement qu'aux automobilistes. Or, aujourd'hui, les accidents sont presque sur 2 accidents, il y a toujours une moto. La plupart de ces conducteurs de moto n'ont pas le permis. Et j'ai vu l'ANISER a lancé l'initiative 100% casque. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de lancer l'initiative 100% permis moto, précisément? Parce que le casque n'empêche pas l'accident, la survenance de l'accident. Mais la formation, souvent les motocyclistes, ils ne savent pas. Ils n'ont jamais été confrontés, vu le code de la route, ils n'en savent rien. Et je me suis toujours demandé pourquoi souvent on récupère les motos, on demande aux gens d'aller faire les papiers, revenir récupérer les motos, mais on ne leur impose jamais d'aller faire le permis. Ou est-ce que l'État lui-même ne peut pas créer de petits centres où il faut former les motocyclistes de façon à ce qu'ils connaissent au moins les b.a.-ba de la circulation routière? Parce que pour respecter quelque chose, il faut d'abord le connaître. C'est nécessaire, monsieur le ministre. Non, ces tests-là existent. Les permis de cylindrée supérieurs à 50 cc sont assujettis au permis de conduire, le permis A. Et la majorité des gens ont. Mais le souci, le permis là, on l'a eu comment? Toute la question se pose. Même les tricycles, aujourd'hui, on fait le permis pour le tricycle. On fait le permis pour le tricycle qui est différent des motos simples. Mais toutes les motos qui circulent, en tout cas au-delà de 50 cc, sont supposés avoir le permis moto au moins. Sinon, c'est le permis B des véhicules. Et souvent, les policiers vérifient ça. Ils vérifient ça. Mais comme on le dit, vu le taux élevé d'accidents, c'est forcément lié à l'homme. Soit l'imprudence, la vitesse, ou carrément une méconnaissance du code de la route. Parce qu'aujourd'hui, c'est bizarre de voir les motos circuler au milieu de la route, ou carrément sur la partie gauche. Or, avant, les motos sont supposées, il y a même des passages pour les motos. Par exemple, quand tu prends la route express, il y a une bande qui est réservée pour les motos. Exact. Mais pratiquement, personne ne l'utilise.
C'est pour ça qu'on a demandé tout récemment à travers un communiqué aux forces de sécurité en la matière de s'y atteler pour vraiment faire respecter la loi au niveau de nos routes. Vous avez parlé de la consommation de la drogue, monsieur le ministre. Est-ce que vous avez au niveau de votre département, vous allez instaurer un système de contrôle antidopage inopiné? Oui, et ce n'est pas à notre niveau, mais c'est plutôt en collaboration avec l'Octrice, c'est eux qui sont spécialisés à la matière. Et d'ailleurs, la première fois qu'on a eu à faire, c'est avec eux. On a fait l'acquisition des échantillons pour le test des différents types de drogues avec eux et les forces de sécurité sur la route, y compris les gens du ministère de la Justice, pour checker. Quand les camionneurs viennent ou le transport en commun, on les arrête au niveau de la barrière, c'est à travers l'urine. Et ces tests-là, si tu as pris de la drogue pendant un mois, ça va ressortir dans les urines. Et dès qu'on a ça, on dit que sous l'effet, en tout cas, d'une substance, et il y a plus d'une dizaine de types de drogues qui se signalent. Donc, les échantillons nous disent exactement c'est quel type de substance qui a été consommée par l'usager. Parlant toujours de la sécurité routière, dont on a vu beaucoup de cas, on dit que c'est l'erreur humaine, c'est la cause humaine. Et l'autre question est le parc auto, parce que quand on voit aujourd'hui, je parle spécialement de la ville de Niamey, certains véhicules de transport, les Fab et autres, c'est des épaves. Comment on peut permettre à ces véhicules de faire du transport? Et on va attendre des résultats au niveau de la sécurité routière. Parce que c'est des épaves pour beaucoup. On les voit qui n'ont même pas de plaque, il n'y a rien. Même les portières souvent manquent. Et pourtant, ces véhicules, on les laisse transporter. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau pour le parc? Ce qu'il faut faire, pour moi, c'est très simple. C'est ce qu'on a envisagé de faire passer tous nos véhicules à la visite technique. Voilà. Et si ces véhicules-là passent à la visite technique, normalement, ils n'auront pas le droit de circuler. Donc ça veut dire qu'elles ne passent pas... Ah non, ça c'est clair. Ça passe pas. Parce que les normes des visites techniques sont bien définies. D'abord, il y a l'état général du véhicule, il y a les suspensions, il y a le freinage, les phares, qu'il faut checker tout ça là. Et ça, c'est automatique. Et c'est la machine qui donne le résultat. Certes, il y a une centaine de points à checker, mais il y a des points prioritaires en fonction des pays où sur ces points, on ne peut pas laisser passer. Un véhicule dont le freinage n'est pas garanti, les suspensions ne sont pas garanties, ne passera pas. Donc il y a un laisser-aller à ce niveau. Oui, naturellement, il y a un laisser-aller à ce niveau parce qu'on ne le fait même pas. Ces véhicules ne font pas de visite technique. Et s'ils le font, ce n'est pas automatisé. Et en cas d'accident, on s'étonne? On s'étonne, effectivement, parce que souvent, quand ils regardent, surtout en campagne, les accidents, c'est souvent l'état du véhicule. L'état du véhicule. Éclatement des pneus, parce qu'on ne vérifie pas l'usure des pneus, ou carrément les véhicules, même à Niamey, souvent sur la route, on voit des véhicules où il y a un pneu qui est arraché. Ce genre de trucs, ça n'arrache pas du jour au lendemain, il y a des prémices. Donc si ces véhicules-là passaient régulièrement la visite technique, ils sauront qu'il y a un problème qui les empêche de circuler, parce que quand il y a ce problème, on refuse de leur donner l'autorisation. Donc ils vont aller réparer jusqu'à ce que le véhicule soit en état d'emprunter la route. Qu'est-ce qu'il faut faire de manière très concrète à ce niveau? De manière très concrète, c'est rapidement faire l'installation des équipements de visite technique et collaborer avec les deux partenaires qui ont ces centres-là à Niamey et demander à tous les véhicules de passer la visite technique. D'accord. Yaro? Pour revenir un peu au radar, monsieur le ministre, beaucoup se demandent comment ça va se passer. Parce que dans les pays développés, les gens ont des adresses, même lorsque la personne passe, elle est flashée. Ensuite, on peut retrouver la personne à son domicile ou ailleurs pour le verbaliser. Alors ici, avec tout ce qui nous fait défaut, comment ça va se passer? Monsieur Yaro, il n'y a rien qui nous fait défaut. On a une base de données. Tout véhicule immatriculé à Niamey, d'ailleurs, c'est l'avantage d'avoir Soniloga, qui est une société nigérienne. Il n'y a que le guichet unique automobile qui est en PPP, en partenariat public-privé, qui centralise aussi bien l'administration que les techniciens en la matière, en tout cas tous ceux qui concourent à l'immatriculation et le dédouanement des véhicules. Il y a le ministère des Transports là-bas pour l'immatriculation, il y a la douane, il y a la DGI
et il y a la police à travers l'Interpol. Donc on a une base de données fiable. À partir de la plaque d'immatriculation, on a la photo d'abord du véhicule, on a le propriétaire, on a au moins le numéro du propriétaire. Pour ne pas dire l'adresse complète du propriétaire. Le numéro de téléphone, vous voulez dire? Oui, le numéro de téléphone. Et sur cette base... C'est sur la carte grise. Sur cette base, on peut poursuivre l'individu. Il suffit qu'on le sorte dans la base de données, on remet aux policiers. Dès qu'ils interceptent, il va payer sa contravention. Ou carrément, on l'appelle, ou on lui notifie l'infraction par un SMS. Sûrement, on va collaborer avec les opérateurs de téléphonie pour pouvoir faire ces SMS automatiques. Et ils sont obligés de venir payer. Ou de payer de façon automatique comme ça se fait déjà au niveau de Sony Loga. Donc pour ça, on a une bonne traçabilité pour faire ce boulot. D'accord. Nero, pour la prochaine question. Oui, monsieur le ministre, votre lettre de mission prévoit des mesures pour s'assurer du respect des normes de sécurité. Quels enseignements avez-vous tirés des attaques des aéroports de Niamey et de Tawa? Dans la foulée, à défaut de nous énumérer pour des raisons sécuritaires, bien sûr, toutes les mesures prises pour renforcer la sécurité au niveau de nos aéroports, pouvez-vous rassurer nos compatriotes et les usagers que la sécurité a été nettement renforcée dans nos aéroports et dans le secteur des transports en général, monsieur le ministre? Merci pour cette question. Effectivement, le secteur de transport, le secteur de l'aviation, leur sécurité, c'est une affaire nationale. On a été victime d'attaques terroristes le 28 janvier et le 8 février au niveau de Tawa. Et toutes ces attaques, ça a été repoussé avec brio, je dirais. C'est le moment de rendre hommage à nos forces spéciales qui ont pris les choses en main. Mais bien avant l'attaque, on a déjà commencé à renforcer la sécurité de nos installations parce que l'aéroport est considéré comme un point sensible, un point stratégique. Et après l'attaque, effectivement, on s'est attelé. Actuellement, le franchissement est pratiquement impossible au niveau de l'aéroport Diori Hamani parce qu'on a pris des mesures. On a fait des installations aussi bien dynamiques que statiques. On a renforcé le personnel de sécurité au sein de l'aéroport. Et du point de vue technique, aujourd'hui, on a installé des caméras, aussi bien à l'intérieur que le long du périmètre de l'aéroport civil, avec la création d'une salle des opérations où la permanence est assurée H24 pour pouvoir détecter toute intrusion au niveau du périmètre de l'aéroport. Et avec une bonne coordination avec les forces de réaction rapide pour une intervention. Et c'est le même exercice que nous comptons faire aussi au niveau des autres aéroports à l'intérieur du pays. Actuellement, il y a une extension du mur de clôture de l'aéroport Diori Hamani qui est en cours. On a prévu la même chose à Tawa, Agadez et Zender. Malheureusement, excepté Zender, Agadez et Tawa, on est confrontés pratiquement au même problème que Niamey. À Tawa, vous avez remarqué, il y a un quartier aussi qui est encastré dans l'aéroport. Agadez, c'est pareil. Il va falloir qu'on résout tous ces problèmes. Parce que l'aéroport ne peut pas cohabiter avec un quartier à côté. Et les périmètres sont bien tracés. Il va falloir qu'on remette nos aéroports vraiment dans leur périmètre d'origine et aussi installer en tout cas des mesures de sécurité par rapport aux quartiers qui s'installeront aux côtés des aéroports. Pour ça, on a envisagé une mission à Tawa et Agadez. Monsieur le ministre, parlant de ces attaques au niveau de l'aéroport international Diori Hamani de Niamey et des caméras de surveillance, parce qu'on nous a dit qu'il y a plus d'une centaine de caméras de surveillance au niveau de cet aéroport. Et avec toutes ces caméras, personne n'a rien vu? Parce qu'on ne peut pas installer des centaines de caméras autour de l'aéroport et que des choses comme ça se passent. Oui, ces caméras-là, personne n'a rien vu. Non, on a plus de 350 caméras actuellement installées dans et autour de l'aéroport. Malheureusement, au moment de l'attaque, on n'avait pas finalisé l'installation des caméras au niveau des périmètres de l'aéroport. Parce que c'est tout récemment, on a fait... Malgré la question de sécurité qui prévaut?
Et on a pris les dispositions, mais c'était les délais qui étaient très courts pour nous. Le temps de réceptionner ces caméras, il y a eu déjà l'attaque. Ouais. C'est ce qui a permis aussitôt l'attaque de mettre les bouchées doubles pour que ces caméras-là soient opérationnelles et la salle des opérations. D'accord. Est-ce que ce n'était pas une réaction tardive? Parce qu'il fallut qu'il y ait l'attaque pour que vous vous déplaciez pour aller à l'aéroport pour installer ces caméras et installer ce centre opérationnel. Non, ce n'était pas une décision tardive. On avait anticipé, peut-être pas trop, puisque ça a pris plus de temps qu'il ne faut. Parce que aussitôt après 2 jours, les caméras étaient opérationnelles. Puisqu'on a fini l'installation, mais la salle des opérations n'était pas complètement opérationnelle. Maintenant, on a décidé de jumeler les 2 salles. Parce qu'initialement, pour ce qui est des caméras de l'intérieur de l'aéroport, c'est géré par la police et les périmètres de l'aéroport, c'est géré par la gendarmerie. On a décidé de combiner ces 2 forces de sécurité dans une même salle pour une supervision complète dans et autour de l'aéroport. D'accord. Monsieur le ministre, on a évoqué de ce sujet un tout petit peu au début de l'entretien. Aujourd'hui, la desserte entre les chefs-lieux de région du Niger est presque inexistante. Est-ce que vous avez reçu des offres de services pour améliorer le transport aérien? Si oui, comment les accompagner, monsieur le ministre? Oui, on a bel et bien reçu des offres de création de compagnies aériennes au Niger par des jeunes compatriotes qui sont du domaine. Notre rôle, c'est effectivement faciliter ça. Le besoin est criard ici au Niger. Il n'y a aucune raison que ces gens ne soient pas accompagnés. Mais la condition, c'est qu'il y a des règles auxquelles on doit répondre. C'est des règles de l'OACI, l'aviation civile internationale. Donc, il faut passer ces différentes étapes, 5 au total, pour pouvoir avoir le certificat d'opérer une compagnie nationale au Niger. On les attend. On les attend et certains nous ont promis de nous revenir le plus rapidement possible et on va les accompagner. Vous avez trouvé d'autres aussi que vous avez suspendus dans ces compagnies? Oui. Il y a d'autres qui font la desserte à l'intérieur, mais vous avez suspendu. On peut savoir pourquoi? Non, il n'y a aucune compagnie qui fait la desserte à l'intérieur du pays qu'on a suspendue. Mais plutôt, il y a une compagnie qui travaille spécifiquement avec les pétroliers. Okay. Un contrat avec les pétroliers. Et cette compagnie, si vous voulez qu'on en parle, c'est la même compagnie qui était accusée dans le transport des mercenaires ivoiriens au Mali. Ah oui. Et tout récemment, c'est la même compagnie qui était impliquée par l'enlèvement d'un activiste béninois en Côte d'Ivoire. Voyant l'historique de cette compagnie, est-ce qu'on peut se permettre de laisser une telle compagnie opérer au Niger? C'est d'où émane cette décision de les arrêter. C'est une compagnie normalement appartenant, selon les documents, à un Allemand, gérée par une dame ivoirienne, basée au Mali, qui opère des avions sud-africains. Donc pour des raisons de sécurité, on préfère être très prudent. Et c'est la raison principale. Sinon, cette compagnie était gérée par un jeune compatriote qui initialement avait sa propre compagnie. Malheureusement, s'est fait acheter par cette compagnie. D'ailleurs, ça l'a beaucoup chagriné. On a dit tout simplement, s'il veut créer sa propre compagnie, on est partant avec lui. Mais cette compagnie, nous ne voulons pas de cette compagnie. Et on est prêt à l'accompagner si toutefois il décide de revenir. J'ai vu tout récemment, il a introduit des documents que j'ai transférés à l'ANAC pour observation et recommandation. Le port-sec de Dosso, on en a parlé depuis des années. Et jusqu'ici, rien. Oui, effectivement, Dosso, le port-sec, c'était un contrat avec malheureusement Bolloré, puis AGL. Et cette convention, on l'a étudiée et on a transmis ça au comité supraministériel, dont le président actuel est le ministre des Affaires étrangères, pour décision finale. Parce que malheureusement, nous pensons que ce contrat n'a pas été respecté, parce que initialement installé ici à Niamey, le port sec de Dosso devrait être opérationnel dans l'année ou dans les 2 ans qui suivent. Oui. Malheureusement, ce n'était pas le cas. On a visité le lieu. À part le mur de clôture, il n'y a rien. Donc, nous pensons qu'il faut forcément revenir sur ça. Oui. Mais actuellement, ce n'est pas le port sec de Dosso qui urge, c'est plutôt Maradi.
Maradi bouge. Oui, Maradi. Non, ça ne bouge pas pour le moment, puisque, je le disais, c'est tout récemment qu'on a eu les terrains. Oui, tout à fait. Parce qu'on pensait avoir un terrain. Malheureusement, ça ne nous appartenait pas. On a eu les terrains, on va mettre les bouchées doubles pour que Maradi sorte des terres. Et après Maradi, je le disais tantôt, il faut bien que ce port-là soit relié à Niamey via Dosso. Le port sec de Dosso qui sûrement, avec la nouvelle raffinerie, verra le jour. Le complexe pétrochimique. Le complexe pétrochimique de Dosso. Le port sec est dedans et même la possibilité de faire un aéroport logistique à Dosso. Et je parlais tantôt aussi, on a demandé des terrains pour Agadez et Zender, puisque aussi dans le futur... Justement, il y a un projet de port sec à Agadez aussi, monsieur le ministre. Agadez et Zender, oui. Agadez, ça urge parce que avec le rétablissement de nos relations avec l'Algérie, dès qu'on a l'autorisation d'utiliser ce corridor, il sera urgent pour nous d'avoir un port sec à Agadez pour vraiment faciliter les transits de nos marchandises. Pour le cas du port sec de Dosso, le contrat a déjà été... Non, on attend toujours le comité supraministériel pour la décision finale. Très bien. Ouais. Alors, monsieur le ministre, concernant la navigabilité du fleuve, quels sont les efforts et projets dans ce domaine? Pour quels résultats attendus? Et surtout, quelles sont les perspectives? Les projets à venir, le fleuve, tout comme la route, peuvent être utilisés pour le transport. Et d'ailleurs, si on a le fleuve, il n'y a aucune raison que ça ne soit pas utilisé pour ce cas. Et on sait que déjà, il y a quelques prémices de transport entre Gaïa et Niamey. Et malheureusement, il va falloir que nous construisions des ports modernes le long de ce fleuve pour faciliter ces transits. Je le disais tantôt, le ministère de l'Intérieur a anticipé pour assurer la sécurité le long de ce fleuve. Et nous aussi, on a pu avoir le Fonds national de développement fluvial et maritime qui nous permettra, dans un futur proche, de poser les bases de ces ports modernes et aussi faire des études approfondir sur la navigabilité en tant que telle, parce que ne serait-ce qu'à partir de l'étape actuelle, le fleuve Niger, on pourra vraiment faire ce transport fluvial. Ça va être difficile par endroit. Donc, il y a un besoin de dragage par endroit. Et ça, seulement, c'est à travers les études qu'on les saura. On va monter ce projet pour rendre ce fleuve complètement navigable, surtout pour le transport des passagers et des marchandises. C'est un vieux projet parce que dans les années 70, ce projet existait. Après, il a disparu. Est-ce que vous comptez le ramener, monsieur le ministre? Bien sûr, nous comptons le ramener. Vous savez, depuis les indépendances, les gens ont tout fait pour retarder le développement. En fait, je dirais, en terre à terre, on nous a fermé les yeux sur certains pans du développement. Par exemple, on s'est cantonné sur la route seulement. Alors que ce fleuve-là, on pouvait aller jusqu'au Mali. Et d'ailleurs, le Mali exploite, du point de vue de navigation, le fleuve Niger plus que nous. Donc si on a ce fleuve, pourquoi ne pas l'utiliser à bon escient? Et c'est ce que nous comptons faire. C'est pour ça qu'on a introduit le besoin d'avoir ce Fonds national de développement fluvial et maritime. Monsieur le ministre, que pouvez-vous nous dire s'agissant des projets dans le secteur des transports et de l'aviation civile au sein de notre confédération, AES par exemple, à quand notre compagnie de transport aérien AES, sachant que le marché existe et que même les États qui n'ont pas l'envergure des États de la confédération pris individuellement ont une compagnie? Merci, M. Abari. Cette question a été prise en compte tout récemment. On a eu la journée de l'aviation civile au Niger. Il y a quelques jours. Oui, il y a quelques jours, on a même procédé à la signature du traité de la création de la compagnie AES, puisqu'on avait invité les 3 directeurs généraux des compagnies nationales, le Mali, le Burkina et le Niger. Et c'est à eux, on va laisser la tâche pour voir comment on peut mutualiser le plus rapidement possible nos moyens pour que cette compagnie voit le jour. Parce que malheureusement aujourd'hui, pour aller dans les capitales de l'AES, il faut pratiquement, par exemple, si c'est Bamako, c'est toute une journée.
tu quittes à 7 heures pour arriver là-bas à 17 heures, ce qui n'est pas normal. Alors qu'en temps normal, c'est 2h30 de vol tout au plus. Donc on est en train de voir ça. L'AES, il y a du potentiel. Géographiquement, on est bien situé. C'est presque 2,8 millions de kilomètres carrés, les 3 pays réunis. 70 à 115 millions d'habitants. Si toutefois on met cette compagnie en marche, on pourra facilement assurer la liaison dans un premier temps entre les 3 capitales et même les régions dans nos pays. D'ailleurs, il y a Air Burkina qui a exprimé le besoin d'assurer des liaisons au niveau du Niamey, entre Niamey Zender et Niamey Agadez, dont nous ne voyons pas d'inconvénients. Tout compte fait, tout cela rentrera dans le cadre de la compagnie AES aussi, comme vous le savez. Cette même compagnie AES, quand on a fait quelques études par rapport au pèlerinage, c'est pas moins de 30 000 pèlerins, les 3 pays réunis, que cette compagnie aussi pourra assurer aisément, parce que cette fois-ci, ça sera avec des professionnels. On n'a plus du temps, parce que ça fait longtemps on parle, monsieur le ministre, de la création de cette compagnie. C'est quoi les difficultés vraiment pour mettre en œuvre cette compagnie? Parce que vous êtes de l'aviation, c'est quoi les difficultés? Il n'y a pas de difficultés, mais nous avons choisi la solution la plus prudente. Créer une compagnie, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On s'est beaucoup inspiré sur d'autres compagnies régionales qui, avec la création et la non-anticipation des choses, se sont vues en faillite le plus rapidement possible. C'est ce qu'on voulait éviter, c'est pour ça qu'on voulait être sûr que ce qu'on est en train de faire, on est sur la bonne voie. Mais actuellement, le processus est engagé. D'ici peu, on aura une rencontre au niveau du ministère des Finances pour finaliser le dernier processus et puis tendre vers l'acquisition de quelques appareils qui va permettre de commencer à opérer directement. Est-ce que le financement est disponible et peut-on avoir une idée du temps que ça prendra? Je dirais que tout au plus, le long de cette année, cette compagnie commencera ce premier vol. En 2026? En 2026, Inch'Allah, d'ici la fin de l'année. Puisque c'est déjà prévu dans le budget, on attend seulement... De la banque d'investissement? Oui, c'est déjà prévu dans le budget, on attend seulement les premiers décaissements. On aura juste besoin d'un quart du budget pour commencer les dernières procédures et commencer à chercher les types d'avions qu'on veut. Donc déjà, on a une idée du type d'avion qu'on veut parce qu'on avait parlé avec les homologues de l'AES. Actuellement, le Burkina utilise des avions Embraer 190, c'est des avions type brésilien. Et si nous voulons avoir une compagnie en commun, la logique voudrait qu'on ait tous le même type d'appareil. Ça facilite non seulement l'exploitation, mais aussi l'entretien. Peut-être à l'avenir demander à la compagnie brésilienne d'installer des succursales dans la sous-région, ne serait-ce que pour la maintenance dans un premier temps. D'accord. En ce qui concerne le chemin de fer de l'AES, est-ce possible vraiment avec la situation sécuritaire actuelle qui prévaut? Dans la mesure où on arrive à faire des routes, les chemins de fer, on pourra le faire. Parce qu'on est déjà habitué, c'est comme aujourd'hui le ravitaillement du Niger. Grâce aux forces de défense et de sécurité, les convois sont sécurisés. Donc, si ça nécessite qu'on procède de la même manière, on va le faire. Mais actuellement, c'est le Burkina qui a la présidence et ça fait partie de la feuille de route. Donc, j'ose espérer qu'au moins cette année, on aura les études par rapport à ça et même un début de commencement. D'accord. Monsieur le ministre, quel cadre approprié de mesures de résultats et d'appréciation de la performance des actions du ministère des Transports et de l'Aviation civile avez-vous mis en place et quelles sont les perspectives majeures attendues de votre département? Les perspectives majeures attendues de mon département ministériel sont multiples, pratiquement dans tous les secteurs. Tantôt pour la route, je parlais de la réhabilitation et la modernisation, puisqu'il faut forcément relier toutes nos régions et notre capitale aux différents pays frontaliers.
Il y a le fleuve qui reste à être vraiment exploité. Il y a le chemin de fer et l'aviation, dont on s'y attelle déjà. Donc, nous pouvons dire que nous avançons, nous bâtissons, et que d'ici peu, tout sera en marche pour le bénéfice de tous les Nigériens. Alors, sur quoi, monsieur le ministre, souhaitez-vous finir cet entretien? Les défis ou l'espoir? Oui, je dirais plutôt les espoirs. Le secteur du transport et de l'aviation, c'est un domaine stratégique qui contribue au développement socio-économique. Et le Niger, comme je le disais, on doit bâtir notre système de transport sur des infrastructures durables, sécurisées, et aussi faciliter l'intégration avec les autres pays. Donc, j'ose espérer que vraiment les choses avancent et nous construisons. Et j'en suis sûr qu'Inch'Allah, on va réussir. Et d'ailleurs, il y a un verset du Coran qui le dit. Avec la difficulté, certes, il y a la facilité. C'est la sourate 94, verset 6. Et j'ose espérer qu'on tend vers cette facilité. Il n'y a aucune raison qu'on ne réussit pas ce qu'on est en train de faire. On a le potentiel aussi matériel que humain pour développer le transport en général au Niger. L'enclavement, c'est juste un défi à relever, mais ce n'est pas une fatalité. Et la preuve, avec tout ce qui s'est passé, on a compris que les pays côtiers dépendent plus de nous que nous dépendons d'eux. Exact. Donc on mettra ça à profit pour que prochainement, les contrats qu'on aura à signer avec ces pays côtiers pour le transit, que ce soit vraiment des contrats contraignants et à notre faveur. Puisqu'aujourd'hui, on sait réellement ce qu'on veut. Merci. Monsieur le ministre, merci vraiment pour cet entretien. Hein, et on voit bien que vous avez engagé à la tête du ministère des Transports des réformes, hein, des réformes très importantes. Et on espère seulement que ça va aller, hein, puisque souvent, c'est pas engager des actions, hein, c'est le suivi et puis maintenir le cap. Mais on espère qu'avec vous, que les choses vont y aller et que dans quelque temps, vous allez révolutionner ce secteur de transport. Vraiment, merci pour cet entretien. C'est à vous de vous remercier. Merci beaucoup. On va s'arrêter. Je vous assure, il y aura un bon suivi parce qu'on est suivi. D'accord. On est suivi et on utilise tous les moyens à notre disposition pour vraiment faire en sorte que les choses marchent. Tout récemment, vous avez écouté, il y a des inspections chez nous, c'est nous qui avons demandé ces inspections. Parce que quand on remarque des trucs pas cartésiens, on est obligé de faire recours à des services spécialisés. Je travaille beaucoup avec ces inspections-là pour m'éclairer davantage de ce qu'il faut réellement faire. J'étais aussi rappelé, je travaille beaucoup avec l'ANSSI. Merci. Oui, il nous aide beaucoup. En informatisation des programmes. La digitalisation et la dématérialisation. Pratiquement tous les démembrements du ministère ont des relations avec ANSSI pour voir dans quelle mesure on peut améliorer les choses et de façon endogène. D'accord. Merci. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cet entretien avec le ministre des Transports et de l'Aviation civile, le colonel-major Abdrahmane Amadou, que nous remercions au passage pour tous les efforts fournis à la tête de son département ministériel. Pour notre prochain invité, nous allons recevoir le ministre de l'Équipement et des Infrastructures, le colonel-major Salissou Maman Salissou. Excellente soirée à tous. Au revoir.